Tard dans la salle de conférence aux parois vitrées, la PDG Alexandra Reid faisait semblant de somnoler, testant le gardien de nuit. Carter Williams, un père célibataire, pensait qu'elle dormait. Il posa sa veste sur ses épaules et se pencha vers elle, lui murmurant des mots qui lui glacèrent le cœur. « Je n'ai pas pu sauver ma femme, mais je ne laisserai plus personne seul. » Alexandra ouvrit brusquement les yeux, le cœur battant à tout rompre. L'homme que cet immeuble avait licencié venait de toucher la seule cicatrice qu'elle cachait, une blessure que personne n'osait nommer. La Reid Dynamics Tower s'élevait sur 43 étages au-dessus du front de mer de Seattle, tout en acier et en verre fumé. Ses veines fluorescentes brûlaient dans la nuit humide de novembre. À l'intérieur, l'horloge de la fusion tournait. Alexander Reid avait bâti cette entreprise sur la discipline, la précision et une règle inviolable. Ne faire confiance à personne tant qu'il n'a pas prouvé le contraire. À 34 ans, elle était la plus jeune femme à diriger une entreprise de logistique dans le nord-ouest du Pacifique. Son agenda était divisé en blocs de 15 minutes. Sa réputation s'était forgée dans le feu des résultats trimestriels et des batailles dans des salles de réunion, où la sensibilité était une faiblesse et l'hésitation un échec. Mais sous cette armure se cachait une blessure qui ne guérissait jamais tout à fait. Il y a 7 ans, Alexandra était en pleine négociation à New York lorsque le cœur de sa mère s'était arrêté dans un hôpital de Seattle. À son arrivée, la chambre était vide, la machine silencieuse. Elle avait 90 minutes de retard. Depuis lors, le sommeil lui semblait être une trahison, comme le moment où l'on baisse sa garde et où l'on perd ce qui compte le plus. La lumière de son bureau était toujours la dernière à s'éteindre. Carter Williams poussait son chariot de nettoyage dans le couloir du 15e étage, les roues grinçant doucement sur le carrelage poli. Âgé de 35 ans, large d'épaules et discret, il se déplaçait dans le bâtiment comme un fantôme, vu mais jamais remarqué. Sa fille Lily, âgée de 8 ans et vive d'esprit, l'attendait presque tous les soirs dans le bureau de sécurité du rez-de-chaussée, dessinant sous l'œil vigilant du gardien de nuit. Carter avait autrefois été technicien de maintenance aéronautique, ses mains assurées sur les assemblages de turbines et les conduites hydrauliques. Mais il y a 3 ans, sa femme Vivien était morte dans l'incendie de leur maison. Le détecteur de fumée n'avait pas fonctionné. Il était arrivé 1 minute trop tard. 1 minute. Ce chiffre le hantait encore. Il avait fait une promesse sur sa tombe. Un serment murmuré dans la terre détrempée par la pluie. Il ne laisserait plus jamais personne derrière lui. Pas une seule personne. C'était la seule façon pour lui de vivre avec lui-même. La seule façon pour lui de la regarder dans les yeux chaque matin et de lui dire que le monde était toujours beau. Henry Cole, le directeur financier de l'entreprise, était un homme de tableau Excel et d'angle aigu. À 42 ans, il mesurait le succès en pointe de base dans les taux de clôture. La fusion avec Cascade Holdings était son chef-d'œuvre. Un accord qui allait consolider la position dominante de Reid Dynamics dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement de la côte ouest. Il se moquait de la poésie de l'opération. Ce qui lui importait, c'était que les chiffres chantent. Serena Park, la directrice des ressources humaines, avait 33 ans et possédait un don pour lire dans les pensées des gens. Elle remarquait des choses que les autres ne voyaient pas. La façon dont Alexandra serrait les mâchoires quand quelqu'un mentionnait les congés familiaux. La distance prudente que Carter gardait avec tout le monde. La façon dont les yeux d'Henry se voilaient quand on abordait la question de l'éthique lors des réunions. Elle croyait que la culture se construisait sur la confiance, brique par brique fragile. Zane Miller, le partenaire externe chargé des fusions et acquisitions, était raffiné, charmant et ambitieux. À 38 ans, il avait orchestré 17 acquisitions, chacune plus fluide que la précédente. Il savait comment faire disparaître les problèmes, comment transformer les aspérités en récits vendables. Il était très doué dans son travail. Lily Williams dessinait avec une concentration intense, ses crayons de couleur glissant sur le papier avec des traits assurés. Elle voyait le monde en symboles, en lumière, en ombre, en endroits où les choses ne s'emboîtaient pas tout à fait. Elle était la boussole de son père, la petite voix claire qui le maintenait dans l'honnêteté. 3 conflits couverts sous la surface, invisibles pour la plupart, mais perceptibles pour ceux qui y prêtaient attention. En Alexandra, la peur luttait contre le contrôle. Elle était terrifiée à l'idée de manquer le moment important, d'être absente lorsque le monde lui demandait d'être présente.
En Carter, la culpabilité luttait contre la rédemption. Il avait échoué une fois, et le poids de cet échec façonnait chacun de ses choix. Entre eux s'étendait le fossé des classes, la hiérarchie tacite qui disait qu'un PDG et un concierge vivaient dans des mondes différents, même lorsqu'ils marchaient dans les mêmes couloirs. Et sous tout cela, caché dans les panneaux électriques et les salles de serveurs tard dans la nuit, un troisième conflit attendait. Les rapports de consommation d'énergie étaient magnifiques, presque trop parfaits. Les scores ESG brillaient. L'empreinte carbone du bâtiment avait miraculeusement baissé de 18% au cours des 6 derniers mois. Tout était en bonne voie pour atteindre les objectifs de durabilité fixés pour la fusion, mais dans le sous-sol, sur un panneau de contrôle, personne ne prenait la peine de vérifier. Les chiffres racontaient une autre histoire. Les étages répertoriés comme vacants continuaient de consommer de l'électricité, des pics étranges à des heures inhabituelles, une consommation qui ne correspondait pas au registre d'accès. Alexandra avait jeté un coup d'œil à l'affichage, mais son esprit était déjà tourné vers la prochaine réunion. Elle ne s'était pas arrêtée pour se demander pourquoi. Les caméras de certains couloirs avaient des angles morts, de petites zones où les angles ne se chevauchaient pas tout à fait. La plupart des gens ne le remarquaient jamais. Carter, lui, le remarquait. Il remarquait tout. Il était 21h47 un jeudi soir lorsque Alexandra Reed a pris sa décision. L'équipe chargée de la diligence raisonnable de la fusion arriverait dans 72 heures. Le bâtiment devait être parfait, chaque système vérifié, chaque document en ordre. Elle avait passé la soirée dans la salle de conférence B, une boîte de verre surplombant la ville, à examiner des contrats jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Mais au lieu de rentrer chez elle, elle laisse rester. Elle a tamisé les lumières, s'est installée sur le canapé en cuir, a dispersé les documents de fusion autour d'elle comme des accessoires et a fermé les yeux. Elle voulait voir ce que les gens faisaient quand ils pensaient que personne ne les regardait. Carter est arrivé à 22h15. Son chariot était rempli de chiffons en microfibre, de nettoyants pour vitres et d'une liste de contrôles qui ne variait jamais. Il s'est déplacé méthodiquement, essuyant la table, vérifiant que les prises électriques étaient bien branchées, ajustant le tapis de sol pour que personne ne trébuche sur le bord. Il avait appris depuis longtemps que les petits détails comptaient, qu'un fil défectueux ou un seuil mal aligné pouvaient faire la différence entre la sécurité et le malheur. Il a remarqué la femme sur le canapé, sa respiration lente et régulière, son visage plus doux dans son sommeil qu'il ne l'avait jamais vu dans la lumière crue du jour. Alexandra Reed, la femme qui dirigeait cet endroit d'une main de fer et avec un cœur de calculatrice. Du moins, c'est ce que tout le monde disait. Mais Carter avait appris à ne pas faire confiance à tout le monde. Il vit le pli entre ses sourcils, la tension que même le sommeil ne pouvait effacer, la façon dont sa main était crispée en un point, comme si elle s'agrippait à quelque chose d'invisible. Il faisait froid dans la pièce. La climatisation du bâtiment était toujours trop forte la nuit. Carter regarda la veste posée à l'arrière de son chariot, une veste en toile usée qu'il avait achetée dans un magasin d'occasion, car les bons manteaux étaient réservés aux vêtements scolaires de Lily, pas pour lui. Il hésita un instant avant de la draper sur les épaules d'Alexandra. Puis il fit quelque chose qu'il avait fait 1000 fois dans son esprit sur la tombe de Viven. Dans les heures sombres où Lily dormait et où la maison était trop calme, il se penchait vers elle et lui murmurait la promesse qu'il ne pourrait jamais vraiment tenir, mais qu'il refusait d'abandonner. « Je n'ai pas pu sauver ma femme, mais je ne laisserai plus personne seul. » Alexandra ouvrit les yeux. Pas lentement, pas dans un état second, mais instantanément, ses pupilles se contractant dans la pénombre, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau pris au piège, l'homme se redressa. Surpris, il recula d'un pas. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. La pluie tambourinait contre la vitre. Un rythme plus ancien que l'ambition, plus ancien que le chagrin. Elle s'assit lentement, la veste de Carter glissant de ses épaules. Elle la rattrapa, le tissu encore chaud, sentant légèrement le détergent à lessive. Et autre chose, quelque chose d'humain et de réel. « Merci », dit-elle, la voix plus ferme qu'elle ne se sentait. Carter acquiesça, le visage soigneusement neutre. « Je ne voulais pas vous réveiller, madame. Je vais finir et vous laisser tranquille. » Mais Alexandra ne pensait pas au nettoyage. Elle pensait au murmure, aux mots qui avaient transpercé ses défenses comme une lame transperce la soie.
Il n'avait pas pu sauver sa femme. Le poids de cette phrase, sa précision, le fait qu'il l'ait dite à voix haute à quelqu'un qu'il croyait inconscient. Elle voulait demander. Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle rangea ce moment dans un coin de son esprit, comme une petite pièce brillante d'information, et le laissa terminer son travail en silence. Cette nuit-là, elle consulta son dossier personnel. Carter Williams, parent célibataire, embauché il y a 3 ans. Absence zéro, aucune plainte, aucune félicitation non plus, car qui félicite un concierge? Le lendemain matin, Alexandra prit une décision qui la surprit elle-même. Elle appela Carter dans son bureau, un espace élégant au 40e étage avec des baies vitrées qui encadraient la ville comme un tableau. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, mal à l'aise, son uniforme repassé, mais les yeux fatigués. « J'ai besoin de quelqu'un pour vérifier la liste de contrôle de sécurité pour l'équipe de diligence raisonnable, dit-elle d'un ton vif. Professionnel. Vous vous déplacez dans ce bâtiment plus que quiconque. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Je veux un rapport complet. Électricité, mécanique, tout ce qui pourrait poser problème. Pouvez-vous le faire? » Carter cligna des yeux. « Je ne suis pas inspecteur, madame, mais vous étiez technicien de maintenance. Dans l'aviation, n'est-ce pas? » Elle avait lu son CV. Il était succinct mais solide. Ah, oh ça. Oui, maman, alors vous savez repérer un problème avant qu'il ne devienne un problème. J'ai besoin de cette compétence. 48 heures. Pouvez-vous le faire? Il le pouvait. Il ne savait pas pourquoi elle lui demandait cela, mais il sentait le poids de cette demande, l'étrange confiance qu'elle impliquait. Oui, madame, bien. Faites votre rapport directement à moi. À personne d'autre. Alors qu'il s'éloignait, Serena Park attira son attention depuis l'autre bout de la pièce. Elle avait observé leur interaction. Son instinct était en alerte. Quelque chose avait changé. Carter commença cette nuit-là à parcourir le bâtiment avec une nouvelle motivation. Il vérifia les panneaux électriques, compara les registres d'énergie de la base de données de l'installation avec la consommation réelle, suivit le tracé des conduits et testa l'éclairage de secours. Lentement, prudemment, les anomalies commencèrent à apparaître. Le 12e étage, répertorié comme vacant pour cause de rénovation, consommait 17 kWh à des heures inhabituelles. Le système d'alimentation de secours générait des pics de tension qui s'estompaient parfaitement dans les rapports officiels. 2 pics parfaits, comme si quelqu'un avait effacé les données. Il trouva la première preuve matérielle. 2 nuits plus tard, dans la salle des machines du sous-sol, il découvrit un boîtier de jonction présentant des traces de soudure récentes et un autocollant de mise à jour du micro-logiciel daté de 3 semaines auparavant, signé par un compte des installations qui ne correspondait pas à la liste habituelle des techniciens. Les modifications étaient subtiles, un circuit de dérivation qui alimentait le système de surveillance avec de fausses lectures, tandis que la charge réelle continuait sans changement. Pendant ce temps, Alexandra le testait de manière plus subtile. Elle a laissé son portefeuille sur un banc dans le hall du rez-de-chaussée. Il contenait 500 $, son permis de conduire et 3 cartes de crédit. Carter l'a trouvé à 23h37 ce soir-là. Il l'a rendu le lendemain matin, accompagné d'une note manuscrite indiquant l'emplacement exact, l'heure de la découverte et le nom du gardien de sécurité qui l'avait vu le ramasser. Elle le testa à nouveau un mardi soir, sachant qu'il allait chercher Lily à la garderie à 18h. Elle lui envoya un SMS urgent, lui demandant de mesurer la charge électrique au 22e étage avant 19h. Carter répondit immédiatement. Il allait d'abord chercher sa fille et reviendrait avant 19h30 pour accomplir la tâche. Il ne mentit pas. Il ne prit pas de raccourci. Il énonça simplement ses priorités et tint parole. Serena l'a remarqué. Elle a ajouté une note au dossier d'Alexandra. Une seule ligne de recommandation. Envisager une délégation basée sur la confiance. Celui-ci tient ses promesses, mais les données recueillies par Carter commençaient à brosser un tableau inquiétant. Il a recoupé 3 sources. Les registres historiques de consommation d'énergie, les rapports d'engagement ESG déposés dans le cadre du dossier de fusion et les registres d'accès brut des panneaux de contrôle électrique qui ne concordaient pas. Le système d'alimentation de secours ne fournissait pas seulement de fausses lectures. Il masquait la consommation en temps réel avec des impulsions de données synthétiques qui atteignaient parfaitement les objectifs fixés, comme si quelqu'un avait programmé le bâtiment pour mentir.
Il a trouvé la preuve irréfutable dans le micro-logiciel lui-même. Le système de gestion du bâtiment avait été mis à jour en dehors des protocoles de maintenance standards. La signature numérique appartenait à un compte de gestion et non à un technicien, et la mise à jour avait été déployée il y a exactement 6 mois, au moment même où les négociations de fusion avaient commencé. Lily était avec lui ce soir-là, assise sur le sol de la salle des machines avec son carnet de croquis pendant que son père travaillait. Elle dessina le panneau de commande, capturant des détails qu'elle ne comprenait pas. Le petit voyant rouge dans le coin qui clignotait de manière régulière. La marque de brûlure près du boîtier du relais. Le faisceau de fils qui semblait plus récent que les autres. Elle montra plus tard le dessin à Carter. « Papa, pourquoi ce voyant clignote-t-il? Aucun des autres ne clignote. » Carter regarda le dessin, puis le panneau. Le voyant ne s'allumait que lorsque le circuit de dérivation était activé. Sans le savoir, sa fille venait d'identifier le signe révélateur d'une fraude active. Il rassembla toutes les informations dans un rapport avec des photos, des comparaisons de journaux, un calendrier de mise à jour du micro-logiciel et une conclusion simple. Le profil énergétique du bâtiment avait été artificiellement manipulé pour répondre aux critères de durabilité. La consommation réelle était supérieure de 18% à celle déclarée. Si un inspecteur des incendies ou un auditeur indépendant y regardait de plus près, toute la fusion pourrait s'effondrer sous le poids des données falsifiées. Il remit le rapport à Alexandra à 6 heures du matin, la surprenant alors qu'elle arrivait, une tasse de café à la main, le visage marqué par une nouvelle nuit blanche. Elle le lut en silence. Son expression passa du scepticisme à l'inquiétude, puis à quelque chose de plus dur. Quelque chose qui ressemblait à de la détermination. « Qui d'autre est au courant? » demanda-t-elle. « Personne. Vous avez dit de ne le signaler qu'à vous. »« Bien. Que cela reste ainsi. » Elle le regarda. « Vraiment? » Elle le regarda. Et pour la première fois, elle vit au-delà de l'uniforme, au-delà du titre, l'homme qui venait de lui remettre une grenade dont la goupille avait déjà été retirée. Cela pourrait mettre fin à l'accord. « Oui, madame. Cela pourrait coûter leur emploi à des gens. » Y compris le vôtre, Carter Metaza. « Je sais. Pourquoi me l'avoir donné alors? » Il pensa à Viven, au détecteur de fumée qui avait échoué, au système qui était censé protéger les gens. Mais parfois, on ne le fait pas discrètement, parce que quelqu'un doit savoir et parce que vous l'avez demandé. Alexandra fit un choix à ce moment-là. Le genre de choix qui définit le type de leader que vous êtes réellement lorsque la pression est forte. Elle pouvait enterrer le rapport, faire passer l'accord et s'occuper des conséquences plus tard. Ou elle pouvait suivre la vérité, même si cela brûlait tout. Elle pensa à sa mère, au moment qu'elle avait manqué, à toutes les fois où elle avait donné la priorité aux mauvaises choses. Elle pensa au murmure de Carter, à la promesse qu'il avait faite de ne jamais abandonner personne, et elle décida. « Nous allons avec la vérité, » dit-elle doucement. « Préparez-vous à sauvegarder ces journaux. Nous allons avoir besoin de preuves qui tiendront devant un tribunal. » Mais dès qu'elle prit cette décision, les forces qui s'y opposaient se mirent en mouvement. Henry Cole apparut dans son bureau cet après-midi-là, le sourire crispé, le ton désinvolte. « J'ai entendu dire que vous meniez des audits supplémentaires. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? » Alexandra garda un visage impassible. « Juste une diligence raisonnable, pour m'assurer que tout est en ordre, bien sûr. Mais vous savez, s'il y a des divergences mineures, il vaudrait peut-être mieux les régler après la conclusion de l'accord. Inutile d'effrayer les acheteurs avec de la paperasse. Des divergences mineures. » Le sourire d'Henry n'atteignait pas ses yeux. « Vous savez que ces systèmes ont toujours un certain décalage entre les rapports et la réalité. Rien de grave, mais c'était grave, et ils le savaient tous les deux. » Ce soir-là, Zane Miller demanda un entretien privé. Il l'emmena dans un restaurant de steakhouse du centre-ville, tout en bois sombre et faiblement éclairé. Le genre d'endroit où l'on conclut des affaires et où l'on garde des secrets. Autour d'un vin coûteux, il lui exposa sa vision. La fusion aurait lieu. Tout le monde recevrait ses primes. L'entreprise prospérerait. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de faire confiance au processus. « Si vous commencez à creuser, dit-il gentiment, vous trouverez des choses, c'est toujours le cas. Mais la question est, qu'est-ce qui sert le bien commun? Un audit parfait ou une transaction réussie qui garantit des emplois à 800 personnes? C'était un argument séduisant, du genre qui vous permet de dormir la nuit en qualifiant la lâcheté de pragmatisme.
Alexandra en ressentit l'attrait, la facilité de laisser quelqu'un d'autre porter le poids. Mais elle pensa alors à Carter, à la façon dont il était revenu pour sauver le moindre détail, à la façon dont il avait donné la priorité à sa fille tout en tenant sa promesse. « Je dois y réfléchir, dit-elle. Zane sourit. « Bien sûr, prenez votre temps, mais n'oubliez pas que nous sommes du même côté. » Mais Serena Park rassemblait ses propres preuves. Un message anonyme déposé dans la boîte aux lettres de son bureau contenait des photos de factures, de paiements versés à un sous-traitant de Shell lié au beau-frère d'Henry et la description du travail. Conseil en optimisation des systèmes énergétiques. Les dates correspondaient parfaitement à la mise à jour du micrologiciel. Elle transmet l'information à Alexandra avec un simple message. « Vous devez voir ça. » Alexandra resta dans son bureau tard dans la nuit. La ville s'étendait sous ses yeux comme un circuit imprimé, avec toutes ses lumières, ses connexions et ses courants cachés. Elle se regarda dans la vitre, le reflet d'une femme qui avait bâti sa vie sur le contrôle, sur la conviction que si l'on travaillait suffisamment dur et que l'on planifiait suffisamment bien, on pouvait éviter les pertes. Mais le contrôle n'était qu'une illusion. La seule chose que l'on pouvait contrôler, c'était ce que l'on faisait lorsque l'illusion s'effondrait. Elle envoya un SMS à Carter. « Prépare-toi à restaurer le système aux paramètres d'usine. Sauvegarde complète de tous les journaux. Horodatez, somme de contrôle scellée. » Il répondit immédiatement. « Compris. » Ils travaillèrent toute la nuit. Carter et un technicien de sécurité de confiance clonèrent les journaux du serveur, photographièrent les circuits de dérivation et documentèrent chaque connexion. Serena mit en place le cadre juridique, s'assurant que les protections des lanceurs d'alerte étaient en place et que la chaîne de preuves était irréprochable. Et Alexandra a rédigé un plan en 3 étapes. Premièrement, rétablir les systèmes du bâtiment pour qu'ils fournissent des rapports précis. Deuxièmement, installer un déclencheur numérique dans le logiciel de surveillance. Un jeton qui enregistrerait toute tentative de réaccès au système compromis. Troisièmement, organiser une réunion avec Henry et Zane. Leur permettre de s'incriminer eux-mêmes lors d'un appel enregistré légalement. Puis présenter tout cela à l'équipe de diligence raisonnable. C'est Lily qui a fourni la dernière pièce du puzzle. Elle avait dessiné une autre image, celle du panneau de contrôle la nuit, capturant le moment précis où le voyant de défaut clignotait. Carter a étudié le dessin et s'est rendu compte que le voyant clignotait toutes les 73 minutes, à un moment choisi pour éviter les changements d'équipe et les contrôles de sécurité. Il a utilisé ce schéma pour prédire quand les auteurs accéderaient à nouveau au système. Demain soir à 23h15, juste avant la dernière inspection de l'équipe de diligence raisonnable, ils ont tendu leur piège. À 8h le lendemain matin, l'équipe de diligence raisonnable est arrivée, composée de 4 analystes à l'œil vif, munis de listes de contrôle et de tablettes. Alexandra les a accueillis avec du café et assurance. Jouant le rôle du PDG préparé, mais dans le sous-sol, Carter était déjà au travail. Un extincteur et un masque respiratoire d'urgence à portée de main, il rétablissait les systèmes électriques un circuit à la fois. À 10h48, l'alarme incendie du 12e étage, censée être vide, s'est mise à retentir, émettant un faible signal intermittent. Une fumée légère et âcre a commencé à s'infiltrer dans le couloir. Carter, qui surveillait depuis la salle de contrôle, a vu la puissance augmenter lorsque quelqu'un a tenté de passer outre l'arrêt d'urgence, forçant les circuits compromis à continuer de fonctionner. Il a attrapé son équipement et s'est mis à courir, non pas pour fuir la fumée, mais pour s'en approcher. Alexandra, alertée par l'alarme, ordonna une évacuation immédiate. L'équipe de diligence raisonnable sortit calmement, entraînée aux exercices d'évacuation incendie de l'entreprise. Mais Carter remontait les escaliers à contre-courant, le souffle régulier, l'esprit clair. Il trouva Zane Miller dans la salle des machines du 12e étage, essayant frénétiquement de déconnecter un régulateur de tension improvisé avant l'arrivée des pompiers. La fumée était plus épaisse ici, s'échappant d'un transformateur en surchauffe qui avait été poussé bien au-delà de sa capacité nominale. Zane se retourna, vit Carter et son attitude raffinée se fissura. « Cela ne vous regarde pas. » Carter ne discuta pas. Il actionna la coupure manuelle de l'étage, activa l'interrupteur d'extinction d'incendie et attrapa le bras de Zane. « Nous partons maintenant, mais la sortie était bloquée. La cage d'escalier était remplie de fumée. » Zane trébucha, ses chaussures coûteuses glissant sur le sol mouillé,
la panique prenant le dessus sur le calcul. Carter le regarda, cet homme qui avait bâti sa carrière en faisant disparaître les problèmes. Maintenant piégé par son propre stratagème, il pensa à Vivian, à la minute qui avait compté, à la promesse qu'il avait faite. « Je ne te dois rien. » Zane halta, toussant. « Non, » acquiesça Carter, « mais je me dois quelque chose. » Il tira le cordon de la serpillière de son chariot, le nylon de qualité industrielle qu'il utilisait pour les sols difficiles, et l'enroula autour d'une poutre de soutien en acier, créant ainsi une ligne de sécurité improvisée. Il enroula l'autre extrémité autour de la taille de Zane, puis de la sienne, et les guida tous les deux vers la sortie secondaire. Ils avancèrent à tâtons dans la fumée, guidés par leur mémoire et leur instinct. Alexandra apparut au bout du couloir, un chiffon humide sur le visage, les yeux scrutant les alentours. Elle les vit ce que Carter était en train de faire, et comprit. Elle ouvrit la porte coupe-feu, la maintenant contre la pression, leur offrant un passage dégagé vers l'extérieur. Ils émergèrent dans la cage d'escalier, haletant, l'alarme hurlante autour d'eux. Les pompiers se frayèrent un chemin, se dirigeant vers l'intérieur. Alexandra regarda Carter, l'homme qui venait de sauver son accusateur, et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, quelque chose qui était resté enfoui pendant 7 ans. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit-elle. Carter s'essuya le visage, étalant de la suie sur sa joue. « Si je l'étais. » Derrière eux, Henry Cole était intercepté par la sécurité. Il avait dans sa poche une clé USB contenant des journaux d'accès qui correspondaient au système compromis. Serena avait prévenu le chef des pompiers, qui avait fait venir un inspecteur électrique. Les preuves étaient partout, indéniables, documentées en temps réel alors que les mensonges du bâtiment finissaient par prendre feu. Le lendemain matin, Alexandra convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. L'équipe chargée de la diligence raisonnable était présente, ainsi que des représentants de Cascade Holdings, des conseillers juridiques et un enquêteur spécialisé dans la sécurité incendie. Elle se tenait à la tête de la table. Pas de notes, pas de PowerPoint, juste la vérité. Elle leur présentait les schémas électriques, les comparaisons de journaux, les photos prises par Carter, les horodatage vérifiés par hachage qui prouvaient la manipulation des données. Elle leur a montré la signature du micro-logiciel, la trace des factures, le schéma d'accès qui menait directement à Henry Cole et Zane Miller. Elle a expliqué comment le bâtiment avait été truqué pour mentir, comment les chiffres de durabilité qui rendaient la fusion si attrayante reposaient sur une base frauduleuse. « Nous aurions pu étouffer l'affaire, » dit-elle d'une voix calme. « Nous aurions pu conclure l'accord, prendre l'argent et gérer les conséquences plus tard. Mais ce n'est pas le genre d'entreprise que je veux diriger. Les profits basés sur la tromperie ne sont pas des profits. C'est du vol et ce n'est pas durable. » Henry et Zane ont été immédiatement suspendus de leurs fonctions dans l'attente d'une enquête pénale. La fusion a été suspendue dans l'attente d'un audit indépendant. Certains membres du conseil d'administration étaient furieux, d'autres étaient secrètement soulagés. Comme toujours, la vérité avait un prix. Mais Alexandra a fait autre chose ce jour-là. Elle a proposé à Carter un nouveau poste, celui d'ingénieur en système de sécurité, avec un salaire qui lui permettrait de payer les études universitaires de Lily, des horaires flexibles qui lui permettraient d'assister aux pièces de théâtre de l'école et aux réunions parents-professeurs, et la mission de reconstruire l'intégrité du bâtiment à partir de zéro. « Je n'ai pas les qualifications requises, » a répondu Carter. « Vous avez quelque chose de mieux, » a rétorqué Alexandra. « Vous avez des principes et vous n'abandonnez pas les gens. » Plus tard, dans l'intimité de son bureau, elle lui a parlé du test, du fait de faire semblant de dormir. « Je voulais voir ce que vous feriez. » Carter a acquiescé lentement. « Et qu'avez-vous vu? Quelqu'un qui tient ses promesses, même celles que je n'ai pas pu tenir. » Alexandra regarda l'homme qui portait le souvenir de sa femme comme un second battement de cœur. Et elle lui fit une confession. « J'ai manqué les dernières heures de ma mère parce que j'étais en réunion. Je me suis dit que le travail était plus important. Ce n'était pas le cas. Ils restèrent silencieux. 2 personnes liées par le poids d'être arrivées trop tard, par la détermination de ne plus jamais être en retard. « Ce murmure, » dit Alexandra doucement. « Le pensais-tu vraiment? » Chaque mot. 3 mois plus tard, Reed Dynamics lança le Vivian Williams Safety Fund,
une initiative à but non lucratif fournissant gratuitement des détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone et des inspections de sécurité pour les logements sociaux de Seattle. Les 1000 premières installations furent financées par Alexandra personnellement. Le programme fut nommé d'après la femme de Carter et le logo fut dessiné par Lily. Une petite lumière dans l'obscurité, simple et brillante. Les œuvres de Lily étaient désormais exposées dans le hall principal du bâtiment, une exposition itinérante de ses dessins. L'une d'elles, intitulée Light in the Dark, Lumière dans l'obscurité, représentait le panneau de contrôle de cette nuit-là. L'indicateur de défaut brillait comme une petite étoile. Alexandra s'arrêtait souvent devant, parfois pendant plusieurs minutes, étudiant les détails que seul un enfant pouvait remarquer. Les vérités cachées à la vue de tous. Lors de l'Assemblée générale annuelle de l'entreprise, Alexandra s'est présentée devant 800 employés et a raconté l'histoire. Sans se ménager, sans la transformer en mythe d'entreprise, elle a remercié Carter en le nommant devant tout le monde et sa voix a tremblé une seule fois lorsqu'elle a dit « Il m'a rappelé à quoi ressemble l'intégrité quand cela vous coûte quelque chose. » Les applaudissements ont été longs et sincères. Carter se tenait à l'arrière, mal à l'aise face à toute cette attention, la main posée sur l'épaule de Lily. Elle rayonnait, fière comme seule une enfant de 8 ans peut l'être lorsque son père est reconnu pour ce qu'il est vraiment. Après la réunion, Alexandra les a retrouvés dans le hall. Elle avait éteint son téléphone, coupé le flux constant d'emails et de réunions, et s'était permis d'être simplement présente. Lily a une exposition d'art la semaine prochaine, a dit Carter. À son école, c'est petit, juste les parents et les enseignants. Mais si tu veux venir, j'y serai, dit Alexandra, et elle le pensait vraiment. La pluie avait cessé et à travers les parois vitrées de la tour, la ville brillait, lavée par la pluie. Alexandra se tenait à côté de Carter et de sa fille. 3 personnes apprenant la même leçon difficile, que la confiance ne s'obtient pas gratuitement. Elle se construit choix après choix, promesse tenue après promesse tenue, un moment où l'on choisit d'être présent plutôt que de se détourner. Ils étaient encore en train d'apprendre. Ils apprendraient toujours. Mais pour la première fois depuis des années, Alexandra croyait qu'ils pourraient y arriver. Le concierge de nuit et le PDG, séparés par leurs titres, leurs tranches d'imposition et toutes les règles tacites sur qui compte et qui ne compte pas, avaient trouvé une autre forme de monnaie. La conscience que chaque personne porte en elle un chagrin, une blessure, un serment, et que parfois, dans les heures profondes où la ville dort, une promesse murmurée suffit à tout changer.